Du Bonjour. coup, c'est parfait, pile poil à l'heure. Bonjour tout le Pile poil. monde. On va attendre que tout le monde arrive en même temps, parce que j'ai l'impression que ça a mis du temps avant d'inviter les gens. Ça Bonjour marche. à tous, bonjour, bonjour. Du coup, aujourd'hui, le thème de ce live avec Véronique, ce sera l'anxiété et la pleine conscience. Qu'est-ce que l'anxiété? Comment on trouve finalement la source de notre anxiété? Comment on l'enlève? Donc voilà, ça coupe un peu. Ok, c'est pourtant je suis bien en Wi-Fi. Ok. N'hésitez pas à me le dire en commentaire du coup si ça coupe ou quoi. J'essaierai d'ajuster selon. Donc voilà, on va commencer. Écoutez, n'hésitez pas. Oui, si. Ah, voilà, petite précision. Véronique donne des conseils donc tout à fait généraux, des préventions, des choses à faire. Et même si l'hypnothérapie, ça paraît anodin et que ça ne peut pas faire de mal à qui que ce soit, sachez quand même que selon les profils et selon le cas, Véronique donne des conseils généraux, mais peut pas vous donner des conseils bien précis parce qu'elle ne vous connaît pas, elle connaît pas vos traitements, elle connaît pas votre suivi en fait. Donc voilà. Donc si vous voulez des conseils bien précis, c'est important d'aller voir un spécialiste et garder ce suivi avec ce spécialiste qui du coup pourra vous avoir une tranche, une longueur pour pouvoir savoir quoi vous donner et quoi vous conseiller. Aussi, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on les prend en compte, je les vois, je les note, je les épingle même parfois. Donc allez-y, posez vos questions en commentaire, il n'y a pas de problème. Aucune question n'est stupide, il n'y a que la question qui peut l'être. La réponse, pardon, qui peut l'être. Mais bon, là, on n'a aucune chance que ça le soit. Alors, on va commencer. Bonjour Winnie. On va commencer. Déjà, qu'est-ce que l'anxiété? Et qu'est-ce qui la différencie finalement avec le stress? Ouais. Alors, l'anxiété, qu'est-ce que c'est effectivement? Qu'est-ce que c'est par rapport à un stress? En fait, c'est très simple. C'est qu'en général, un stress, on va l'avoir parce que on a quelque chose de précis, une échéance qui arrive, un examen, une rencontre importante. Voilà, on a très bien identifié la raison pour laquelle on est stressé en fait. Alors que l'anxiété, ça va être plus quelque chose finalement de latent, quelque chose qui est et puis qui est de l'ordre presque, j'ai envie de dire, de l'imaginaire, hein. C'est-à-dire que quand on Mhm. est sur une anxiété, une angoisse, c'est moi qui suis en train de projeter quelque chose de négatif, en fait. Et du coup, c'est mes pensées qui vont en fait se s'emparer de ce sujet et qui vont tourner autour sans cesse, presque de manière un peu obsessionnelle, et faire naître des ressentis du coup en relation, malheureusement, parce que au bout d'un moment, ça passe de nos ressentis au corps, hein, puisqu'on va finir par somatiser finalement à cause justement de cette angoisse, on va pouvoir faire ou cette anxiété, on va faire des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, on va avoir de la tachycardie, on va se sentir étranglé, voilà, on va avoir tout un tas de manifestations qui vont commencer à naître de ce sentiment d'angoisse, de cette anxiété dont on n'arrive pas à se débarrasser. Ok. Donc, c'est vraiment pas des choses qu'on peut facilement dire, ah oui, je sais que ça vient de là. Bah pas forcément. Après, évidemment, ça peut participer d'une accumulation, par exemple. Ça Mm. peut être, enfin, on va voir plusieurs pistes. Ça peut être, par exemple, j'ai changé beaucoup de choses dans ma routine. Dernièrement, j'ai changé de métier, j'ai déménagé, j'ai changé de partenaire. Voilà, il y a beaucoup de changements qui font que, autour de moi, tout est un peu nouveau. Mhm. Donc, je perds un petit peu mes repères, par exemple. Et donc là, par exemple, ça pourrait être ça. Ou ça pourrait être aussi, par exemple, d'avoir été confronté, comme on a vécu dernièrement avec le confinement, et avoir l'impression que dehors aussi, il y a une espèce de climat d'insécurité qui s'installe et que, voilà, il y a peut-être plus de risques d'être confronté à l'impermanence de la vie, j'ai envie de dire, qui est là tous les jours, mais on s'en rend pas forcément compte, c'est-à-dire la mort, la maladie, c'est des choses avec Mm. lesquelles on vit tous les jours, mais d'un coup, là c'est BFM TV toute la journée, donc peut-être que là je vais plus ressentir que ça me parasite. Ça peut être aussi, par exemple, ça peut être aussi par exemple que je suis quelqu'un de d'isolé qui se sent seule et qui va avoir beaucoup de pensées qui tournent sur elle-même en fait, hein, qui va voilà être confrontée un peu à ce qu'on appelle dans mon jargon des ruminations. C'est-à-dire qu'à un moment Mhm. donné, j'ai des pensées, mais
oh là là, je m'écoute penser et puis j'alimente ces pensées. Pourquoi je suis en train de penser ça? C'est vraiment bizarre que je pense ça. Et en fait, je suis tout le temps dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Donc ça peut être aussi quelque chose comme ça. Et puis après, évidemment, faut quand même nuancer, c'est-à-dire, je peux faire de l'anxiété, par exemple, mais être quelqu'un de dépressif et avoir un Mm. problème sous-jacent de dépression importante, par exemple. Hein. C'est-à-dire que l'anxiété, faut pas faut pas essayer non plus à tout prix de l'isoler. Elle peut être Mm. aussi rattachée à d'autres problématiques, en fait. Et ponctuellement, je fais de l'anxiété, c'est-à-dire que je peux être d'une nature stressée, c'est-à-dire que pour des Mm. objectifs très simples de la vie de tous les jours, je suis très stressée. Et puis d'un coup, je vais avoir une crise d'anxiété parce que là, pour le coup, c'est par rapport à un danger qui n'existe pas et que je suis en train de fantasmer. Donc là, on est dans de l'anxiété, on n'est plus dans du stress, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ou on pourrait aussi faire la nuance entre l'anxiété, le stress et la peur. Qu'est-ce que c'est Ok. vraiment la peur finalement? La peur, c'est concrètement, je suis en voiture, je roule très vite, je vois qu'il y a un obstacle sur la route. Là, je vais avoir peur. C'est-à-dire que je Mm. constate un danger imminent qui arrive. Donc là, c'est vraiment une émotion de peur. Alors que l'anxiété, ça va être du fantasme. La peur n'est pas réelle. C'est moi qui suis en train de m'imaginer le pire. En fait, je suis un peu la Madame Irma de l'horreur. Je suis en train de m'imaginer le pire. Et en fait, c'est le fait d'imaginer le pire et de me projeter dans le pire qui alimente les pensées et les ressentis. D'accord. Donc, on ne peut pas vraiment répondre à la question d'où vient notre anxiété ou comment trouver les sources de notre anxiété, du coup, puisqu'elles sont Alors, plurielles et qu'elles peuvent être liées à du stress ou à de la peur. ouais, on va dire que c'est du bon sens. Il y a des fois où ça va nous apparaître d'une manière, on voit sur quoi on est irrationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des moments où on se dit, bon, je sais pas, je vais prendre l'avion. Oh, ça se trouve, l'avion, il va se couper en deux et il y a tous les passagers qui vont. Bon, ça, c'est irrationnel. C'est moi qui suis en train Mm. de me raconter une histoire. Donc, on peut se rendre compte de ça quand même. Mais Mhm. justement, on va voir que si, par exemple, on pratique la méditation, par exemple, en pleine conscience, eh ben, on va avoir plus de facilité à voir ces mécanismes-là, puisque tout simplement, la méditation en elle-même est une invitation à observer nos réactions. Nos réactions, c'est typiquement ce qu'on ne contrôle pas, ce qui se met en place un peu malgré nous. Et c'est justement le fait d'être capable parfois de faire ce pas de recul et de s'observer, de voir comment on fonctionne, comment on est en train de réagir, de voir la réaction se produire, qui va nous permettre de nous en dissocier et de plus être collé à notre émotion et donc de subir la crise. Ok. Et justement, du coup, une question intéressante, la peur irrationnelle ou rationnelle, est-ce pareil pour l'anxiété? Parce que du coup, là, c'est plutôt la Moi, j'ai peur pas compris. irrationnelle. On demande si la peur irrationnelle, donc celle dont tu viens de parler, et la peur rationnelle, donc qui peut très bien exister Oui, et arriver, est-ce pareil du coup au niveau de l'anxiété? non. Ok. Parce que du coup Non. là, c'est l'anxiété, Puisque c'est si plus elle est lié à la rationnelle, peur irrationnelle. exactement. Si on est Ok. sur une peur rationnelle, ce n'est pas de l'anxiété, tout simplement. Du stress, du coup? Alors, on va dire que finalement, oui, ça va être du stress. Donc, pour commencer, oui, Ok. ça peut être bien. Oui. Et après, on va voir qu'en fait, finalement, si je donnais une petite image, en gros, l'anxiété, c'est Mhm. un dérèglement, on va dire, de la boussole du stress. C'est-à-dire que le stress, c'est Ok. normal. Mhm. Normal de stresser, c'est parce qu'il y a un enjeu, parce que c'est important pour moi, parce que j'ai beaucoup travaillé pour. Enfin voilà, on peut pas en permanence se soustraire au stress. Il y a du stress d'ailleurs qui est positif, hein, faut quand même pas l'oublier, parce que souvent on Mhm. parle que du stress négatif qui va être challengeant, qui me donne envie de sortir de ma zone de confort, de m'essayer à autre chose, d'essayer de convaincre les autres, par exemple. Voilà, ça c'est super motivant, mais poussé à l'extrême, s'il commence à justement à être déséquilibré, eh ben je vais basculer dans l'anxiété. Hein. Et Ok. si je bascule dans l'anxiété et que je ne prends pas en charge, si je peux dire, mon anxiété, ça peut carrément aller sur ce qu'on appelle des tags, des troubles de l'anxiété généralisée. Où là, je vais me mettre à faire des crises d'angoisse. Qu'est-ce qui va faire qu'on se dit que j'ai un tag et pas juste une crise d'anxiété? C'est juste que je me mets à faire des crises d'anxiété ou d'angoisse
de manière vraiment trop répétitive, quoi. Ça arrive sans cesse. Donc là, je vais basculer dans le trouble de l'anxiété généralisée. Et si ce trouble de l'anxiété généralisée il n'est pas pris en charge, ça pourrait devenir une phobie, une dépression. D'accord. Mais du coup, mince, la question m'échappe. C'est pas grave, je vais la retrouver Prends plus ton tard. temps, prends ton temps. Est-ce que l'anxiété fait vieillir? Alors ça, c'était une question aussi beaucoup posée et qu'on se Mm. demande beaucoup. Ouais. Est-ce que ça fait vieillir d'être inquiet? Ça fait les cheveux blancs dans la légende, en tout cas. Ouais, ça fait des cheveux blancs, ça fait un front comme ça, ça fait qu'on a l'air soucieux, qu'on est renfrogné, qu'on sourit pas. Est-ce que le fait de ne pas être heureux fait vieillir plus vite? Je pense que quelque part, voilà, c'est pas une question spécialement pour un thérapeute, j'ai envie de dire. Je pense que effectivement, oui, le fait d'avoir des soucis, le fait d'être inquiet tout le temps, de se faire du mouron, de se ronger les sangs, comme on dit. Mm. Oui, je pense que, en tout cas, ça peut créer aussi, sans aller jusqu'à la vieillesse, ça va déjà provoquer des problèmes de santé si on fait pas ce qu'il faut pour retrouver un équilibre, une harmonie de vivre, etc. Donc, vieillir, je ne sais pas. En tout cas, ça va donner l'impression qu'on est plus vieux parce on va avoir l'air plus soucieux, plus sérieux, plus fermé. Et puis, Mm. par contre, ça risque à un moment donné, par rapport, par contre, à notre énergie de vie, notre vitalité. Là, ça va venir nous empêcher de vivre, hein, parce que clairement, une angoisse, une inquiétude permanente, la peur en permanence, on vit pas quoi quand on a peur. Oui, non, c'est clair. Et du coup, ça répond à la question. Mais avoir peur tout le temps, est-ce normal? Non, ce n'est pas normal. Et du Non, coup, ça doit être traité. Mais ma question, du coup, ma question, c'était mon résumé. Du coup, en fait, l'anxiété, c'est le stress, mais poussé à l'extrême. Donc, c'est le stress mauvais. Enfin, vraiment, c'est pas le c'est... poussé à l'extrême, c'est un dérèglement du stress. D'accord, d'accord. Et on demande, du coup, la phobie du dentiste suite à un traumatisme, est-ce du stress ou de l'anxiété? Alors, moi, je dirais plutôt, du coup, stress, vu que c'est une peur rationnelle. Ouais. Mais en même temps, Alors oui et non, c'est une peur oui, rationnelle. Comment tu fais pour savoir si elle est rationnelle? Tu sais, elle est rationnelle si la personne elle a déjà eu vraiment une très mauvaise expérience, par exemple. C'est-à-dire que c'est son expérience qui fait que, comme elle a eu une expérience ratée, on va dire, eh ben, elle nourrit une angoisse. Au départ, donc, ça va être une angoisse. Qu'est-ce qui mm, va faire que, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, on n'est pas, est-ce que c'est une angoisse ou de l'anxiété ou est-ce que c'est du stress? C'est plutôt, est-ce que j'en suis encore au stade de l'anxiété ou est-ce mhm. que c'est en train de devenir une phobie? Parce que c'est Ah, ça, d'accord. parce que c'est ça, en fait, poussé à Mm, l'extrême, ça va être ça. Donc, en fait, là, pour répondre à cette question, c'est un peu compliqué sans parler vraiment avec la personne, mais en mhm. gros, ça va être à quel point je refuse d'affronter la situation qui va me permettre de le savoir. À quel point je refuse de passer à l'action et les manifestations, de quel ordre elles sont. Par rapport à la gravité, hein, évidemment, qu'elles ont. Donc, en plus, c'est marrant parce que quand on a préparé ce live, justement, j'avais préparé un exemple sur le dentiste et Mm, c'était un exemple sur de l'anxiété, puisque mm, en fait, le facteur déclenchant, c'était pas, et c'est intéressant de se dire, ah, j'ai eu une mauvaise expérience. Le facteur déclenchant, c'était, en fait, je ne travaille plus avec mon dentiste habituel parce que mon dentiste habituel, il est parti à la retraite et je dois faire appel à une nouvelle personne. Et c'est cet inconnu qui fait naître l'anxiété. Donc on voit bien mm. que on n'est pas sur le même, c'était pas le même alignement. C'est parce que je me monte la tête sur le fait que oh là là, je le connais pas et comme je le connais pas, ça se trouve il est pas expérimenté et comme il est pas expérimenté, qu'il me connaît pas, ben il va me rater. Voilà, c'est ça. Ça c'est de l'anxiété, par exemple. Alors que Ok. je retourne chez mon dentiste. Oh là là, il m'a déjà fait super mal une première fois. Du coup, j'appréhende ce qui va se passer. Bah là, au départ, c'est un vrai stress, c'est une vraie situation qui Mm, mérite peut-être qu'à ce moment-là, on ait un échange avec le professionnel, vous voyez, par exemple. Parce que là, oui. ça veut dire qu'il y a peut-être eu un défaut de communication. Il explique pas Mm, bien ce qu'il fait. Et moi, comme je suis d'un naturel peut-être un peu anxieux, j'ai besoin d'être réassurée. J'ai besoin qu'il m'explique. Et puis peut-être qu'il m'a pas entendu aussi, par exemple, ça pourrait être ça, sur la gestion de la douleur.
C'est-à-dire que il comprend pas que quand je lui dis j'ai mal et que c'est pas de l'anticipation. Non, mais dans le secteur médical, on sait qu'il y a une problématique sur la prise en charge de la douleur. C'est pas évident. On n'est pas tous égaux par rapport à la douleur. Non, c'est sûr. Donc d'une personne à l'autre, ça peut être hyper variable. Et il y a le phénomène du praticien qui travaille avec la douleur toute la journée et qui par moment peut, parce qu'il est humain, manquer d'écoute sur cette douleur. Il la prend pas suffisamment en considération et du coup il la prend mal en charge parce que du coup il va pas vous faire le nombre de super, un petit coup de perceuse. Le nombre il va pas vous faire la piqûre dont vous avez besoin ou voilà. Donc ça, là pour le coup, il y a un mélange, j'ai envie de dire un peu de genre. À la fois, j'ai une mauvaise expérience, mais il faut que je fasse attention parce que ce qui s'est passé dans le passé va pas forcément se répéter dans l'avenir. Donc, je suis quand même un peu en mode Madame Irma de l'horreur. Donc, je suis un peu en train d'angoisser quand même. Mais il y a aussi peut-être un défaut de communication qui doit être mis à plat avec mon praticien pour être mieux pris en charge et pour être mieux conseillé et que justement, du coup, l'expérience ne se renouvelle pas. Je parle de la Ouais. mauvaise expérience, évidemment. Bien sûr. D'accord. Alors, plusieurs choses. Comment gérer les angoisses permanentes? Vous êtes plusieurs à nous le demander. On va y répondre plus tard dans le live. Pour Ouais, l'instant, on parce est qu'on va vraiment sur parler les des cas outils. pratiques. Ouais. Voilà, exactement. Et pour la source de l'anxiété, une dame demandait si ça pouvait être lié à l'insécurité chez l'enfant, notamment. Du coup, je pense que c'est une bonne question. Et autre chose, pour les dentistes, c'est vrai que apparemment, ils sont peu à l'écoute. Donc, dernière petite chose avant de passer à l'enfant. Ouais. Mais sur Doctomy, justement, vous pouvez retrouver vos dentistes recommandés pour leurs valeurs typiques à l'écoute. Donc voilà, Ouais. vous pouvez chercher selon vos profils. Si vous avez besoin d'un dentiste qui vous écoute, vous pouvez totalement rechercher ce Doctomy avec cette petite recherche-là. Voilà, C'est-à-dire que là, en plus, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est Mm, que à la fois, oui, il y a l'aspect recommandation, le mm. fait qu'il y ait d'autres personnes qui aient pu expérimenter avant, ça va faire de la réassurance. Donc, pour gérer l'anxiété, c'est plutôt bienvenu. Et Ouais. puis, faut quand même pas oublier aussi, en parallèle, on peut très bien travailler. Je pensais à l'EMDR aussi, qui est une technique de thérapie avec le mouvement oculaire. Où on va pouvoir travailler sur des choses qui ont pu provoquer des fortes émotions de Mm. peur, voire des traumatismes, parce qu'on peut être traumatisé si on a eu vraiment mal, on peut être traumatisé. Donc, tout ce qui est hypnose, EMDR, ça va être aussi des choses où on peut très bien ponctuellement aller chez son thérapeute, faire une ou deux séances sur le sujet, juste pour faire baisser justement ce niveau d'angoisse ou ce niveau de stress et pouvoir du coup aller à son rendez-vous aussi plus rasséné, quoi. On peut aussi travailler comme ça. Justement, elle demande d'avoir plus de sophrologues et d'hypnothérapeutes dans les cabinets dentaires. Alors, pourquoi pas, hein? Ouais, Peut-être qu'un jour. moi j'ai des dentistes, et notamment mon dentiste qui m'envoie des gens en séance. Pour le coup, moi j'étais phobique du dentiste et je me suis traitée en hypnose. Après, voilà, faut bien comprendre que on peut très bien, par exemple, faire un travail aussi là-dessus et que ça aille mieux. Et puis, parce que dans sa vie, on est très stressé, par exemple, par son travail ou autre, d'un coup, ce rendez-vous, alors qu'on le gérait mieux, il va à nouveau reprendre un petit peu de pression. Donc, faut pas non plus Mm. s'affoler. Ça arrive, c'est normal d'avoir des variations émotionnelles. En fait, c'est normal d'avoir des émotions, presque, j'ai envie de te dire, parce que voilà, dans ce C'est cool monde, de savoir. je t'assure, des fois c'est un peu flippant, on se rend compte que vraiment il y a des gens qui sont tellement, auxquels on a tellement renié leurs émotions qu'ils ont du mal du coup à les accepter, à y faire face et ils ont souvent peur de leur intensité. C'est pas tant l'émotion en elle-même qui pose problème, parce que finalement ils pourraient être amoureux, ça leur poserait problème aussi. Dire oh là là ça va pas du tout, je perds complètement les pédales, je pense que à l'autre, je mange plus, parce que voilà l'émotion elle est très forte. Donc je pense qu'il faut s'habituer aussi à vivre avec des émotions intenses. Voilà. Enfin, en tout cas s'habituer à son intensité et pas tout de suite se dire oh là si c'est intense c'est qu'il y a un problème. Non, Mm. si c'est intense c'est que je suis vivant. Tout va bien. Donc, c'est une bonne chose à la base. Ok. Voilà, à la base, oui. Ok. On va revenir sur la question du coup, est-ce que l'anxiété peut être liée à un sentiment d'insécurité donc chez l'enfant? Ah oui. Et une question qui est liée, est-ce que du coup après ça peut avoir des répercussions sur notre anxiété quand on devient adulte? Hmm. Alors, voilà. Alors, j'ai envie de répondre plusieurs choses. La première chose que j'ai envie de répondre, c'est qu'on n'a pas de problème quand on est enfant. Ok. Après,
chaque thérapeute aussi va donner va parler aussi en fonction de ses croyances et de ce qu'il a expérimenté. Bien sûr. Moi, je pense personnellement qu'un enfant n'a pas de problème et que s'il il a un problème d'insécurité, c'est que l'insécurité vient de l'extérieur. C'est-à-dire que Ok. pour moi, alors il s'agit pas de dire ah c'est de la faute de sa maman, c'est de la faute de son papa. On n'est pas là pour dire, pour incriminer. On est en train de Mhm. chercher on est en train de simplement de chercher la source pour soulager la Mhm. problématique. On n'est pas du tout sur sur une histoire de jugement. Donc surtout, on descend d'un coup, là tout de suite, on se détend, on respire un coup. L'histoire, c'est pas de se retrouver, on va pas, voilà, on cloue personne au pilori. Mais il faut bien comprendre que à cet âge-là, en gros, je suis éponge. C'est-à-dire qu'un enfant, il apprend en voyant comment les personnes dans son entourage direct le prennent en charge, en fait. Donc, s'il a un problème d'insécurité, c'est que certainement dans son entourage proche, il y a Mhm. quelqu'un qui est insécure et qui ne sait pas prendre en charge cette insécurité. D'accord. Donc, si par exemple j'ai une maman très dépressive, qui pleure beaucoup, qui est mal, eh ben, je peux très bien, en tant qu'enfant, puisque je vais être éponge, il faut bien comprendre que ce mode éponge de l'enfant, c'est aussi ce qui lui permet de se développer et d'apprendre vite. Hein. C'est parce qu'il nous voit Mhm. parler, qu'il nous voit marcher, qu'il nous voit bouger, qu'il a envie, lui aussi, de s'y mettre et de le faire. Donc au départ, c'est quelque chose de plutôt motivant qui va le faire grandir. Mais il Mhm. peut aussi, malheureusement, apprendre de nos défauts. Donc, J'imagine. ça va être plutôt pour moi qu'un enfant qui est insécure, c'est un enfant. D'ailleurs, je reçois aussi des enfants en hypnose sur un problème d'insécurité. Je vais demander à recevoir les parents. Je vais D'accord. demander à avoir une séance avec chacun des parents pour pouvoir voir, pour pouvoir justement renforcer leur confiance en eux-mêmes, renforcer par exemple, leur communication, parce que comme on l'a vu juste avant, il y a aussi un mode, une manière de s'exprimer pour pas communiquer son stress, pour pas communiquer son angoisse. On sait que c'est des émotions qui se communiquent justement très facilement, sans même parler, qui se communiquent par le langage non verbal. Mhm. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin que la personne me dise à côté, oh là là, j'ai peur. Si j'ai quelqu'un à côté de moi qui fait comme ça, je vais faire la même chose. Non, mais c'est vrai, par Oui. mimétisme, on va faire la même chose. Donc, ça s'apprend en fait à avoir peur. Mhm. Ça s'apprend dans le corps. C'est souvent. Et d'ailleurs, j'avais vu aussi une étude qui avait été faite et qui montrait qu'en gros, les personnes qui sont hyper angoissées, et ben en fait, c'est comme si leur corps il se résumait à leur tête et leurs bras. Elles sont Mhm. complètement déconnectées de leur tronc, de leurs jambes, elles ressentent plus la connexion à la terre, elles sont tellement dans leur tête que c'est vraiment dans le haut du corps que circule l'énergie parce que tout est concentré là. Il y a une perte des perceptions du corps. Et donc c'est ça la peur en fait, c'est ça qui fait naître l'insécurité. Si je ne sens plus mes pieds posés au sol, oui, je vais avoir l'impression que je perds pied que Mhm. je suis complètement évanescent, que c'est ma tête en fait, toutes les histoires que je suis en train de me raconter qui sont en train de prendre toute la place. Donc voilà, donc je pense que l'insécurité vient à la base plutôt de l'environnement quand on est enfant. Et Mhm. si effectivement on a vécu toute son enfance dans un climat d'insécurité, il y a des chances effectivement qu'on soit quelqu'un qui aura une boussole, comme je disais tout à l'heure, sa boussole de stress, Oui. qui sera, Déréglé. ben oui, qui sera déréglée, Mhm. qui sera mal réglée de base, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire Mhm. que voilà, comme n'importe quel instrument qui sert à mesurer, à la base, il doit être étamé. On fait un étamage, c'est-à-dire que à la base, voilà, on lui donne des références d'équilibre qui vont permettre, qui prennent la température ou qui pèsent. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on aura tendance peut-être plus facilement à basculer dans le stress. Mais après, encore une fois, on va se vouloir rassurant et c'est important quand même parce que là sinon les gens ils vont se dire oh là là mon Dieu mais alors si j'ai des parents dépressifs ça y est je vais être forcément déréglée au niveau de ma boussole. Eh ben non, pas forcément non plus parce que chaque être humain est différent, on n'est pas tous constitués pareil, on va être plus ou moins éponge, on n'est pas tous éponges de la même manière, on est plus ou moins dans la compassion donc on va pas forcément développer autant aussi cette faculté à stresser ou cette anxiosité. D'accord. Ok, donc enfant, environnement et plus grand après, c'est à nous de régler, mais On après, est responsable de notre vie. selon,
Oui, bah justement, c'est la transition parfaite, c'est les solutions, du coup, apportées à l'anxiété permanente Ouais, ou chronique, si j'ai envie de dire, ou c'est qui ça. viennent de l'enfance, justement. Ouais. Alors, qui viennent de l'enfance ou pas, ou Oui, qui oui, viennent oui, non, mais vraiment, de... voilà, les Ouais, ouais, solutions, globalement, que tu proposes. c'est ça. Alors, comme je l'ai expliqué juste avant, souvent Mhm, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà un problème au niveau de la répartition énergétique au moment de au niveau de la conscience du corps, quand on est dans l'angoisse, quand on est dans cette crise-là. Donc c'est important déjà dans un premier temps, j'ai envie de dire, de revenir dans son corps. Donc le ok. meilleur moyen de revenir dans son corps, c'est de respirer. Ok, tu veux dire reprendre conscience de tout son corps. Ouais, reprendre Ok. conscience de son corps, ramener son esprit dans son corps. Parce que qu'est-ce qui se passe, comme on l'a vu, finalement, Mhm, l'anxiété, c'est des pensées, en fait. C'est des ouais. pensées qui créent cette insécurité. Donc, c'est parce que Mhm, je suis que dans ma tête que je ne pense que à ce à quoi je suis en train de penser et que je m'écoute penser et que j'écoute ce que ces pensées me génèrent comme ressentiment. Donc, je ne suis que là que je deviens obsessionnelle et que je perds pied. Donc, si mhm, je respire, déjà, je reprends conscience de mon ventre, je reprends conscience des sensations à l'intérieur de mon corps. C'est là peut-être que je vais me rendre compte que je suis déjà étranglée, bref, je sors de ma tête, je sors de cette attention permanente à ma tête pour ramener l'attention dans le corps, reprendre la conscience du corps. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ah, non mais elle est mignonne, si respirer ça permettait d'arrêter les crises trop d'angoisse, simple. Mhm. ce signal qu'on respire meuf. Donc voilà quoi. Sauf que c'est pas si simple et on respire mal. Souvent, on a ce qu'on Ouais. appelle une espèce de respiration de surface. On est comme ça, on respire. Et les gens, quand vous leur dites prenez une profonde inspiration, ils sont ça y est, ils sont bloqués, ils sont. Donc ça montre bien, on a les poumons, ils sont grands comme ça. Hein, on a une grande Mhm. capacité de respiration. Donc si quand j'essaye d'inspirer, ça fait et ça s'arrête là, ça veut bien dire que je suis crispée, je suis contractée et qu'il y a besoin de rouvrir les épaules, de voilà, d'ouvrir cette poitrine et de se donner de l'air, quoi. Donc non, on ne sait pas respirer. Clairement, Mhm. la majorité des gens ne savent pas respirer naturellement. Donc l'exercice, le premier exercice que j'aurais envie de vous donner, ce serait tout simplement la cohérence cardiaque. Pourquoi la Ok. cohérence cardiaque? C'est un rythme de respiration spécifique. Vous trouverez plein de vidéos sur YouTube pour vous expliquer comment la faire. C'est pas ce qui manque. Et ce qui est Mhm. génial, en fait, avec la cohérence cardiaque, c'est que cette mécanique, c'est-à-dire que précisément le rythme de respiration de la cohérence cardiaque a comme influence qui va diviser par deux la sécrétion de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone principale du stress. Donc en Ok. divisant cette sécrétion de cortisol par deux, je vais mécaniquement, pardon, je vais faire baisser toutes les manifestations anxieuses, de stress, d'inquiétude, etc. Donc c'est un exercice déjà qui est fabuleux, qui est magique. Et en fait, donc quand je fais la cohérence cardiaque pendant 5 minutes, pendant les 3h30 à 4 heures qui suivent, ça divise par deux la sécrétion de cortisol. Donc, faire la cohérence cardiaque matin, midi et soir, Mhm. finalement, ça fait 3 fois 4, 12, ça fait 12 heures pendant lesquelles on peut maîtriser son hormone, quoi. Oh, oui, la sécrétion, je vais y arriver, de cette hormone. Donc, la première chose, respirer, mais vraiment, que ce soit avec des techniques. Donc là, je vous ai proposé, pour moi, la cohérence cardiaque, c'est évident que c'est la plus simple et la plus facile, j'ai envie de dire. Mais après, Mhm. il y a plein d'autres modes de respiration. Hein. C'est-à-dire que vous Oui. pouvez faire. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai publié sur ma page un article avec la respiration du feu. Il y a des modes il y a des gens aussi. Je pense à l'homme de glace, là, j'oublie son nom, qui propose même de pratiquer, par exemple, l'apnée à la maison. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire de l'apnée sous l'eau. Hein, c'est l'apnée Oui. à vide. Voilà. L'apnée, c'est pareil. En fait, le fait d'arrêter, quand vous apprenez à faire de l'apnée, le fait de ne pas respirer, en fait, ça va créer un espace de silence. En fait, ça va faire baisser le fait de ne plus respirer. Ce qui se passe, c'est en fait, bon, je grossis, hein, mais mécaniquement, c'est un peu comme si le corps pensait qu'on n'était plus là, qu'on était mort ou qu'on Ok. était en pause ou qu'on dormait. Et en fait, il coupe
toutes les sécrétions hormonales. Donc tous les mécanismes de peur, de machin, va y en avoir un au début, hein, quand on commence à pratiquer l'apnée. Au tout début, quand on arrête de respirer, le corps il se met à, le cœur il envoie du lourd, la pompe elle se réveille. Mais avec l'habitude, en fait justement, on apprend à maîtriser ce stress. On apprend à maîtriser cette angoisse qui monte et puis à rester dans son souffle, à rester dans son intériorité. Donc la respiration, vraiment facile, effectivement, simple. En fait, c'est pas facile. C'est pas si facile, mais c'est une solution simple. Et comme on le sait, l'être humain aime beaucoup les solutions très compliquées pour pouvoir se dire, ah non, c'est super complexe, j'y arriverai pas, là, là, là. Et ben non, il y a des solutions aussi très simples. Donc, premièrement, on a vu la respiration, tout simplement. Et puis, ça peut être finalement me distraire de mes pensées, puisqu'on a vu que c'est les pensées qui sont... Donc, ça peut très bien être juste aller marcher, sortir, jouer de la guitare, chanter. En fait, ça va nous demander d'être à la fois concentré sur ce qu'on est en train de faire et à la fois d'être dans le moment présent. Je peux pas chanter en écoutant autre chose. C'est pas possible. Sinon, je vais chanter faux ou pas en rythme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ou la guitare, par exemple, c'est pareil. Jouer d'un instrument, ça demande de la concentration et à la fois, je suis dans un espace de créativité où je peux lâcher prise. Faire du sport. Faire du sport, alors ça dépendra des sports, parce que le jogger qui pendant 2 heures court en étant dans ses pensées, en train de penser au boulot, au truc, au machin, mais vous me ferez pas avaler qu'il est en train de se détendre. Ça peut, voilà. Donc, mais par exemple le yoga où on va faire des mouvements et en même temps on doit axer sa respiration sur les mouvements. Et ben par exemple le yoga va nous obliger pareil à sortir de notre tête et à revenir dans le corps. Le qigong, il y aura plein de techniques, la danse d'une manière générale, voilà. Donc tout ce qui va nous permettre finalement de sortir de notre tête et de revenir dans notre corps. Ok. Ça, c'était pour le premier outil. Le deuxième outil que j'ai envie de vous proposer, ça va être l'hypnose, la thérapie brève aussi d'une manière générale. Donc voilà, c'est vraiment pourquoi alors? Pourquoi? Là, ça va être plus pour prendre en charge la partie comportementale. Puisqu'il faut bien comprendre qu'il y a un côté, il y a un système, il y a un comportement qu'on met en place qui n'a pas toujours existé. Hein, parce que, par exemple, il y a des gens qui vont me dire, moi, j'ai jamais été stressée et d'un coup, j'ai fait une crise d'angoisse quand, je sais pas, d'un coup, enfin voilà, sans raison apparente. Hein. Donc, c'est qu'il y a un schéma il y a un comportement qui s'est créé, une nouvelle habitude qui s'est créée et qui entraîne, qui crée ce cercle vicieux. Donc l'idée, ça va être de pouvoir agir sur ce comportement pour le changer d'office et pour plus retomber dans ces travers. C'est là où, et comme je le disais aussi tout à l'heure, puisqu'on parlait au départ d'anxiété, simple, j'ai envie de dire, mais si elle commence à s'accentuer, on va partir dans des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, ça devient déjà beaucoup plus gênant, jusqu'aux troubles d'anxiété généralisés, où là, vraiment, on a clairement besoin d'une TCC. Hein. C'est-à-dire que là, il faut faire une thérapie comportementale, il n'y a pas à tergiverser. Après, on choisit le thérapeute qu'on veut, on choisit si on veut passer 6 mois ou si on veut faire 10 séances d'hypnose. On s'assure que l'hypnothérapeute pratique la TCC, parce que tout le monde. Et puis, voilà. Hein, donc ça va être super important pour changer le comportement vraiment à la base. Et le troisième outil, c'est la méditation. Et là, c'est un troisième outil qui va nous aider à surtout apprendre, comme on le disait, à gérer nos émotions, à affronter nos émotions, affronter notre stress, affronter notre anxiété, puisqu'on l'a dit, c'est normal en fait d'être stressé. C'est normal de vivre des angoisses. C'est simplement quand le peur devient est poussé à l'extrême et devient vraiment voilà, que ça devient handicapant, que ça nous empêche de faire ce qu'on est venu faire, ce qu'on veut faire, que là on va avoir besoin du coup d'avoir une routine, c'est-à-dire d'installer quelque chose de manière pérenne dans notre vie pour prendre en charge nos émotions. Peut-être parce que, alors, ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est qu'on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui arrivent à parler de leurs émotions très facilement. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui savent pas parler de ce qu'elles ressentent. Et c'est ces personnes-là, particulièrement, qui devront avoir à côté de ça, une technique de méditation, par exemple,
faire de la méditation en pleine conscience, du mindfulness, pour ou suivre un cycle de MBSR qui est clairement une sorte de petit stage que vous faites en pleine conscience et qui est axé précisément sur la gestion du stress et des émotions lourdes. Donc là, c'est très intéressant puisque vraiment, on va apprendre des techniques qui vont nous servir tout de suite et qu'on va pouvoir mettre en place dans notre routine et qui sont moins généralistes, on va dire. On va pas être forcément sur un truc de, je sais pas, apprendre à être dans la gratitude, voilà, tirer l'abondance à soi. C'est très bien, attention, c'est des vrais sujets aussi, mais qui sont pas en relation avec le stress ou la gestion des émotions. Et puis en méditation, surtout, et ça, vous avez déjà dû tous l'entendre, hein, si on sait un petit peu, même vaguement, on a lu un article sur la méditation, on aura lu cette fameuse phrase qui explique que en méditation, on apprend à choisir ses pensées. Hein. Et en fait, c'est précisément ce qui nous intéresse dans la gestion de l'anxiété, puisqu'on a vu que c'est notre mental qui aura tendance à partir en roue libre, à s'emballer. Et en fait, pour faire vraiment une toute petite initiation à la pleine conscience en 2-3 mots rapides, en gros, c'est juste pour comprendre que la pensée, la pensée, on parle des pensées. Les pensées sont le produit de notre mental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir de ne plus penser. Je peux pas dire, oh là, j'en ai marre de penser. Allez, j'appuie sur le bouton, j'ai ça. On aimerait bien des fois. On aimerait bien. C'est clair. Justement, on peut pas. Parce que c'est comme ça, c'est le produit. À partir du moment où je suis vivant, où mon mental est actif, je pense. Point. Ok. Donc, ça, c'est super important de le comprendre parce que ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, l'homme moderne et précisément souvent l'homme occidental s'identifie à ses pensées. Alors, vous allez dire, oui, c'est normal. Oui, mais en fait, non, c'est pas normal. Parce que, par exemple, tout à l'heure, on a vu j'ai eu un petit coup de perceuse du voisin d'au-dessus, là. Par exemple, si je me dis, bon, je vais être un peu vulgaire, oh, ce voisin, il me fait chier avec sa perceuse et tout. Je vais le monter, je vais le buter, celui-là, par exemple. Je me dis pas, oh mon Dieu, je suis une tueuse. Oh là là, ça y est, enfermez-moi. Il faut vraiment me mettre en prison, je suis dangereuse. J'y crois pas à cette pensée. C'est-à-dire qu'au moment où je le dis, je sais bien que c'est une image et que voilà, j'ai une distance. Pour exprimer. Exactement. Alors pourquoi quand j'ai une angoisse, j'y crois à ce que je suis en train de me raconter? Oh, il va me rater, il va me casser la bouche, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est précisément ça le phénomène qui se passe. C'est que précisément quand je suis dans une anxiété, je crois tout ce que je pense. Je pense que tout ce que je crois est une réalité, est une vérité. J'ai arrêté de faire d'avoir cette prise de distance et de dire oh non. Et justement, en mindfulness, en pleine conscience, on apprend à voir cette pensée arriver et dire ok, cette pensée, je la regarde, je la fais mienne ou pas? Est-ce que celle-là, je la mets dans mon panier et je dis, ok, cette pensée, elle m'appartient? Ou est-ce que je me dis, ok, non, en fait, je suis pas en accord avec cette pensée. Je vois qu'elle fait naître en moi des choses pas agréables, des ressentiments, de l'inconfort. Ok, donc, je m'en débarrasse. Donc, ça va être là où ça va être super intéressant, la pleine conscience. Ou, par exemple, face à la colère aussi, hein, parce qu'on va voir qu'il y a des émotions qui nous poussent à l'action et puis il y a des émotions, au contraire, qui nous poussent à rester figés. Hein. Donc, la colère, par exemple, elle est assez compliquée parfois à gérer parce que quand on est en colère, on a envie de l'acheter sur quelqu'un. On a envie de rendre l'autre responsable. C'est ta faute, t'es con, t'es bête. C'est comme ça, on jette jugement. Donc gérer sa colère, c'est compliqué. Et gérer sa colère en faisant du mindfulness, c'est compliqué. Parce que rester immobile et dire non, je suis en colère, mais tout va bien se passer. Voilà, c'est pas forcément évident. Donc, on va adapter. Hein, par exemple, moi, ce que j'aime bien par rapport à la colère, et d'ailleurs, je l'utilisais même avant dans mon précédent métier, quand vraiment j'en pouvais plus, j'avais ce que j'appelais un coussin crieur. C'est très utile. Vous prenez un coussin, vous le positionnez sur votre bouche, vous fermez bien sûr auparavant la porte de votre bureau en indiquant que vous avez un coup de fil très urgent à passer pendant 3 minutes qu'on vous dérange pas, et vous criez très fort dans votre coussin. Et ça fait du bien. Ça permet d'évacuer ce trop-plein d'énergie. Ça peut être avoir un punching ball et boxer son punching ball à la maison. Ça peut être, voilà. Mais il faut tenir compte de l'énergie aussi, de l'émotion.
Si elle me donne envie de me mettre en mouvement, elle me donne chaud, là, ou est-ce qu'elle me sidère et elle m'empêche de bouger? Ou par exemple, là, on va voir que ce sera peut-être plus intéressant d'écrire, par exemple. Hein. Mm. Mais quoi qu'il arrive, la méditation sera utile parce que la méditation me poussera, comme je l'ai dit tout à l'heure, à apprendre à m'observer sans me juger. Parce que souvent, c'est ces jugements qu'on rajoute à la situation qu'on vit et qui est déjà pas évidente, qui durcissent encore la situation. Oh là là, justement, je suis en cas de crise d'angoisse, et voilà, je suis encore en train de faire une crise d'angoisse, et ben voilà, je suis faible, les autres, ils vont encore se dire que, voilà, c'est tout ça qu'on est en train de se rajouter, ce jugement qu'on est en train de rajouter, qui encore accentue le fait que c'est dur et que c'est lourd, etc. Donc, avec la méditation, finalement, j'apprends à me libérer déjà de mes propres jugements. Ça va m'apporter de l'air, ça va m'apporter une respiration, ça va me donner de l'espace pour pouvoir, encore une fois, me décoller de la situation que je suis en train de vivre. D'accord. Et du coup, ces trois outils, plus ou moins, hein, je résume en trois gros Oui, outils, la respiration, en gros, oui. le sport, le yoga, Enfin, et l'hypnose, le sport. thérapie et la méditation en pleine conscience pour vraiment tous les aspects Mhm. de gestion des émotions. D'accord. Et du coup, tous ces outils, est-ce qu'ils sont complémentaires avec des méthodes médicamenteuses, justement? Totalement, D'accord. totalement. Ok. C'est-à-dire Ils que peuvent aider. ah ouais non mais c'est plus que aider, elles sont D'accord. soutenantes, elles sont Donc, c'est la soutenantes. majeure et médicaments, ce serait mineur. Ouais, Ok. je vais même aller plus loin hein, parce que là, on n'en a pas du tout parlé en fait l'aspect médicamenteux. Hein. Quand je suis Mm. stressée, je vais pas d'office prendre un médoc. Enfin moi, en tout cas, c'est pas du tout ce que j'encouragerais à faire hein, parce que Mhm. sinon, on va pas prendre un médicament dès qu'on a une émotion qu'on a comment dire qu'on a du mal à accueillir. C'est pas non plus une solution. Hein. Mhm. Donc, il faut faire attention à ça, hein, justement. Hein. Ce côté, j'avale une pilule pour gérer mes émotions. Pour moi, c'est problématique. J'explique pourquoi. Parce que il faut que j'aille un petit peu plus loin. Bien sûr, je suis Mhm. pas médecin. Hein, il s'agit pas de faire je suis pas en train de diagnostiquer les personnes là. Mais si je n'apprends pas à prendre en compte mes émotions, que je les gère pas et qu'à chaque fois que j'ai un problème émotionnel, je prends un cachet, ça va Mhm. pas m'apprendre à gérer mes émotions. Le cachet ne m'apprend pas à accueillir ce qui se passe à l'intérieur de moi et à le comprendre. Hein. Le cachet, il sert, on va dire, à me décoller un peu de l'émotion pour la rendre, comment dire, tolérable, pour que je puisse, comme on l'a dit tout à l'heure, quand même avancer. Ok. Donc, on prendra, je pense, une médication au-delà du stress, quand on commence à vraiment avoir une angoisse qui est importante, donc déjà on pourra commencer peut-être par une médication douce, parce qu'il y a déjà des plantes qui vont pouvoir nous aider, Mm. des huiles essentielles. Il faudra déjà avoir mis en place peut-être justement la respiration, des choses simples comme ça. Faut pas attendre d'être dans le dur, dans le mal. Et ça c'est très européen aussi. On a tendance à utiliser les médecines et les thérapies en mode pompier. On attend d'être dans le dur, de plus en pouvoir, d'être mal pour se dire ah je vais faire quelque chose. Hein. Donc forcément là Mm. on aura besoin de tous les moyens, j'ai envie de dire. Quand tu parles de quelqu'un, si tu parles de quelqu'un qui a qui est déjà au bord de la dépression, oui peut-être que lui avoir un soutien peut-être avec un léger anxiolytique ou un léger antidépresseur et en parallèle de suivre par exemple un cycle complet de MBSR et faire une fois par mois une séance d'hypnose, je suis Mhm. sûre que oui, il va remonter la pente, c'est évident. Et puis D'accord. quand même, parce que là on parle que de l'aspect négatif, Mhm. ça me semble aussi important de ne pas oublier que l'être humain est un être de résilience. C'est-à-dire que on apprend dans la douleur aussi. Ok. Hein. On apprend en se faisant mal. Bien sûr, il y a d'autres Ah oui. manières d'apprendre, mais c'est toujours comme ça. On commence malheureusement souvent Mm. par celui-là. Hein. Donc c'est important quand même de se rappeler que ce soit les burn-out, que ce soit les dépressions, moi je vois tous les jours en séance des gens qui sortent de ces étapes-là qui ont parfois été voilà difficiles, qui leur ont appris à faire face à leurs démons, à aller parfois déraciner des problématiques anciennes auxquelles ils n'arrivaient pas à se confronter.
Mais ils en sortent comment? Ils en sortent grandis. C'est-à-dire que toutes ces étapes-là, ce sont des leviers de transformation humain extraordinaires. Simplement, quand à un moment donné, on a une angoisse qui devient aussi importante, c'est qu'à un moment donné, ça fait déjà très longtemps qu'on repousse le moment de s'occuper de son mental. Ça fait déjà très longtemps qu'on a un mental qui a tendance à être babilleur ou on a vécu un traumatisme récemment qu'on n'a pas pris en charge non plus et qui se révèle par l'entremise de ces crises d'angoisse. N'oubliez jamais que vous souffriez quelque mal dont vous souffriez, qu'il est là pour révéler quelque chose qui est vraiment là et qui doit être un message qui doit être reçu, qui doit être entendu. Hein, ça, c'est vraiment important de le comprendre. Quand on choisit de faire de l'hypnose, d'être thérapeute, comme c'est mon cas aujourd'hui, c'est précisément parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir proposer ce qu'on appelle une thérapie holistique, c'est-à-dire que d'arrêter d'avoir des médecines qui prennent chacune en charge un petit bout du problème et aussi d'être capable au moment de regarder l'ensemble et de dire, OK, dans cet ensemble, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui fonctionne pas. Mais est-ce qu'elles s'articulent pas les unes avec les autres? Est-ce qu'il n'y a pas une cohérence dans tout ça? Donc ça, c'est super intéressant aussi de le creuser hein, et de bien comprendre que il suffit pas de mettre un pansement hein, dessus pour plus le voir. Il s'agit pas juste de prendre un médicament pour plus voir que le problème est là. Le médicament n'est pas une solution à la problématique qui a créé, qui a engendré le problème. Le médicament vient soulager la peine que cause le problème. Donc, il faut aller travailler sur le fondement. Sinon, eh ben, on va passer sa vie à avaler des cachetons, quoi. J'aimerais aussi, du coup, revenir sur un commentaire d'une dame qui disait qu'elle allait voir un psy et que ce psy donnait aussi des médicaments. Donc, il y a effectivement cette double compétence. Oui. Mais si je peux, du coup, conseiller, c'est pas forcément d'aller voir qu'un psy. Parce que du coup, le psy, il va aider, il va donner des médicaments. Donc, ça va être le médecin, entre guillemets. Mais derrière, le travail dont tu parles juste à l'instant, justement, c'est important de le faire. Et du coup, peut-être que cette dame devrait aussi aller voir une hypnothérapeute ou une sophrologue. Là, il y aurait vraiment cette majeure, du coup, d'évacuation, de trouver sa source de travail et la mineure médicament. Mais du coup, avec ce que tu viens de dire, pour moi, c'est important d'avoir une complémentarité. Et cette complémentarité, tu la fais pas qu'avec un psy, parce que le psy, il va servir, enfin, c'est ce que j'ai beaucoup vu, il va servir beaucoup des médicaments. Ouais. Et en fait, ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que je me permets encore d'apporter un tout petit peu, ma petite touche à ce que tu viens de dire, c'est que je pense que c'est aussi une question de vision. C'est-à-dire que mon médecin, il a une vision exotérique, justement. C'est très intéressant parce qu'en fait, on va parler d'ésotérisme, alors qu'on va se dire, c'est pas le sujet, pas du tout. Mais c'est le sujet. Le sujet, c'est que la médecine actuelle, c'est un savoir. Elle s'applique, on observe les réactions du corps, on observe la somatisation et on vient donner une réponse à ce qu'on a observé à l'extérieur. OK? Ça, c'est un traitement médicamenteux. Qu'est-ce que fait un thérapeute? Que fait un psychologue? Il s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. C'est de l'ésotérisme. On part du principe que ce qui se manifeste à l'extérieur et sur la base duquel le médecin va donner le traitement est la manifestation de quelque chose d'intérieur qui ne s'est pas dit, qui ne s'est pas exprimé, qui se tait. Et du coup, si je reste uniquement avec cette personne qui a une vision exotérique et que j'ai jamais un autre intervenant avec une vision ésotérique, ben justement, on va pas résoudre le problème parce qu'on n'aura qu'une partie, on verra qu'une partie de l'iceberg en fait, hein, et que la partie en plus émergée de l'iceberg, pas la partie la plus importante. Enfin, moi, je pense que c'est la partie la plus importante. Mais voilà, donc il s'agit pas de dire que les médecins servent à rien ou que les psychiatres ne servent à rien. Ah non. Ouais, vraiment, c'est pas du tout ce qu'on dit. C'est très important. Ils nous permettent de mettre des pansements là où c'est nécessaire pour qu'on puisse avancer. Mais après, il faut s'attaquer effectivement au fond. Et plus, en fait, alors il s'agit pas non plus d'avoir 10 médecins différents. Mais si vous avancez avec un thérapeute pendant 3 mois, par exemple, et que vous voyez qu'il se passe rien, que ça n'avance pas, que les objectifs ne sont pas clairs, que vous en ouvrez à lui en disant, écoutez, moi j'ai l'impression que je stagne, que ça n'avance pas, s'il n'est pas capable de vous dire, déjà, peut-être, vous vous rendez pas compte que vous avancez, parce que ça arrive des fois, hein, on n'a juste pas la vision, et de vous permettre de visualiser sur quoi vous avez avancé, de vous permettre d'avoir cette vision, mais changez-en.
changez-en. Ne restez pas sempiternellement avec la même personne si vous avez l'impression que ça stagne ou que ça n'avance pas ou que ça ne se solutionne pas en profondeur. Hein. Faut pas avoir peur en fait d'essayer d'autres choses. Même si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut prendre des avis auprès de sites comme Doctumi ou en prenant vraiment le temps de faire une recherche et de chercher des Mm. avis d'autres personnes sur les techniques. Faut pas hésiter à changer d'outils. Hein. Il y a plein d'outils qui permettent en fait comment dire d'obtenir le même résultat si on veut. Mais ce qui va vous différencier, c'est simplement vous en fait. Qui est la personne qui utilise l'outil? Je peux très bien faire du théâtre pour gagner confiance en moi. Et puis bah moi, si c'est pas mon truc, le théâtre, je peux très bien faire du chant. Ça veut pas dire que le théâtre c'est pas bien. Ça veut juste dire que Non, tout moi, à fait. ça me Mm. correspond pas. C'est tout. Exactement. Bah, c'est un peu le service d'Octomy. C'est exactement ça. Trouver le médecin qui correspond. Et du coup, une question rapidement, parce que, bah, mine de rien, on avance, et là, il reste plus que 8 minutes. Ouais. Alors, est-ce que le TDAH et l'impulsivité peuvent être réglés avec l'hypnose? Oui. Oui, D'accord, oui, ok. oui, trouble de déficit. Alors, pas d'ailleurs, TDA, parce qu'il n'y a pas forcément le H, il est en option, c'est Ok. l'hyperactivité. Mhm. Mais oui, 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 ça peut être pris en charge, tout à fait. Toujours, hein, pas hésiter à poser la question aux praticiens avant. Il y a des praticiens comme tous qui sont plus ou moins à l'aise en fonction des Mhm. problématiques, hein, qui ont plus ou moins l'habitude, mais en tout cas, moi, je la traite. D'accord, très bien. C'est bon à savoir. Et pareil, j'ai épinglé un commentaire parce que ça m'intéresse. Un monsieur qui dit que la méditation bouddhiste qui l'aide beaucoup chaque jour, donc c'est un des outils que tu as proposé, la méditation Ouais. tout court. Hein. Oui. Et est-ce que tu connais Nam Myo O Renge Kyo? Ouais. Je sais pas si je dis Namyoho correctement. Renge Kyo. Ouais. Ok. C'est un mantra. C'est un mantra, tout simplement. Et C'est quoi donc, un mantra? un mantra, ce sont, comment on pourrait dire, sont des syllabes, des phrases sacrées, des Mhm. sortes de, un peu comme des affirmations positives, si tu veux. D'accord. Et que, à force de répéter, qui vont me générer, qui vont m'aider à reprogrammer, justement, ce que j'ai à Mhm. reprogrammer à l'intérieur. Donc, ça peut être très bien, je sais pas, je te dis n'importe quoi, en français, parce que là, du coup, je sais plus en quelle langue c'est, mais tu vois, dans plein de langues différentes, on a en Mhm. sanskrit, on a qui reprennent les noms des chakras, on a, enfin, bon, bref, tu vas en trouver dans plein de langues différentes, en hindi, bah, justement, j'imagine que les bouddhistes aussi doivent en avoir écrit, Mhm. mais tu peux en trouver aussi en français. Donc, je sais pas, à la fin d'une méditation, on va te dire que le mantra à répéter, ça va être parce que les mantras se mettent en musique, par contre, c'est ça hein, le principe. Ah, D'ailleurs, ok. il y en a un qui passe derrière. Mais oui, c'est une manière de chanter, si tu veux, une phrase positive Mhm. tu vas intégrer, qui va s'intégrer Ok. à ton énergie. À Mhm. force, ça devient un automatisme et donc qui va t'aider à t'extraire. Donc ça peut être, par exemple, en français, ça pourrait être je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes pensées. Je te dis n'importe quoi. Mhm. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes pensées. Et que cette phrase, finalement, va être au centre d'une méditation. Et puis, quand j'ai commencé à avoir une crise d'angoisse, justement à faire une angoisse parce que j'ai un bobo dans le corps, eh ben, je vais me Mhm. répéter cette phrase. Et en fait, en répétant cette phrase, ça fait comme un ancrage et ça ramène le bénéfice de la méditation, ça ramène le bénéfice du calme, ça s'appelle un ancrage positif. D'accord, ok. Donc c'est un peu comme une chanson entêtante qu'on va finalement avoir tout le temps et qu'on va chantonner même sans se rendre compte, mais qui va Ouais, nous faire du bien. ouais, Ok. sauf que en plus de la chanson entêtante, vraiment dans le sens Oui, ça même. va être positif. Exactement, elle a du sens. Ce serait une chanson entêtante qui t'aide à être super motivée parce que dans les paroles, elle parle de motivation et toi, tu as besoin de son énergie. D'accord. Ok, super. Bah, le live va toucher un peu à sa fin. Donc déjà, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont suivis et surtout te remercier toi pour tous tes conseils. Bah, avec plaisir. Maintenant, si tu as rapidement 2 minutes pour faire un petit récap des conseils que tu donnes toi à tes patients en termes d'anxiété. Ouais. Bah écoute, je pense que j'en ai proposé pas mal dans ce que Mhm, je propose à mes clients. Hein. Revenir à la respiration, je le redis. Il mhm, faut arrêter de se dire que les solutions simples ne sont pas des solutions ou sont des mauvaises solutions. Au mhm, contraire, je pense que vraiment c'est une solution élémentaire à l'anxiété qui marche très bien. Respirer aussi, ou par exemple dans un sac en papier pour reprendre le cours de sa respiration. En fait, c'est le fait de voir la respiration se faire, on revient dans le corps. Encore une fois, on mhm. revient dans la matière. Donc, ça va être ça qui va être important. Échapper à ses pensées, revenir dans la matière. Pourquoi pas avoir un geste aussi
par exemple, ça pourrait être je sens que je commence à faire une crise d'angoisse, je sens que je commence à vraiment avoir une anxiété très importante. Et ben, je dis n'importe quoi. Moi, par exemple, au bout de la rue, j'ai la Seine. Et ben, je peux très bien me dire, eh ben, je vais sortir de chez moi, je vais marcher jusqu'à la Seine, et sur chaque pas que je ferai pour aller jusqu'à la Seine, eh ben, chaque pas me libérera d'un petit peu de cette angoisse qu'il y a à l'intérieur de moi. Et du coup, le temps que j'y aille et que j'y revienne, je m'en serais débarrassée de la moitié. Et c'est vraiment le fait d'être dans cette pensée positive, justement, de remplacer ces pensées négatives, ce et si négatif permanent, de le remplacer en un et si positif, et si j'allais marcher et que ça me faisait du bien, et si je respirais et que ça me faisait du bien, et si, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment le fait de remplacer, d'être dans un et si positif qui va être bon. Donc on a dit ça, respirer, mettre fin, enfin sortir de son mental et revenir dans le corps avec une activité. On a vu prendre rendez-vous avec son hypno. Quand on voit qu'on a été choqué un peu par quelque chose ou qu'on a eu une expérience négative, pas attendre que ça se transforme en phobie ou en crise d'angoisse, et prendre le temps d'évacuer cette chose difficile. Ça peut être aussi tout simplement avoir un carnet, un journal intime, hein. Ça, c'est vraiment la base, hein. C'est alors le but. Alors par contre, juste pitié, quand vous avez un journal intime, ne le relisez pas, je vous en supplie. D'accord, ouais, c'est vraiment pour jeter nos pensées. Ben oui, le but c'est d'évacuer les choses. Alors c'est quoi le mauvais truc, le truc de fou qui m'est arrivé il y a 2 ans, qui était horrible. Ah oui. C'était moi, j'aime bien relire, j'aime bien rigoler justement de ça, dire oh là là, bah ça me faisait mal ça, bah alors là, je m'en souviens même plus. Enfin... Ouais, je comprends. Alors oui, mais tout le monde réagira pas comme ça. Oui, non, c'est sûr. Moi, ça m'amuse, mais. Ouais, et tout le monde réagira pas comme ça parce que pour beaucoup de gens, ça va réactiver l'émotion. Ça va réactiver l'émotion de ce qu'ils étaient en train de raconter. Mais par contre, voilà, on peut, alors à ce moment-là, peut-être pas l'écrire sous forme de journal. Moi, c'est par exemple, je le déconseille sous la forme d'un journal parce que du coup, bah, on a envie de le relire. Je conseille à ce moment-là d'écrire une lettre. On écrit une lettre tout simplement à l'événement pour se débarrasser. Voilà. Et puis, avoir d'une manière générale, comprendre qu'on a besoin d'apprendre à connaître nos émotions, à comprendre comment on fonctionne. Et du coup, moi, j'encourage vraiment, je pense que vraiment la méditation, pour moi, c'est... Alors, et d'ailleurs, il y a plusieurs formes de méditation. On n'est pas obligé de méditer passivement, hein. On peut méditer de manière active aussi. Non, mais c'est juste de le rappeler parce que souvent, les gens, on leur dit méditation, ils imaginent quelqu'un comme ça, prostré sur l'arbre qui bouge pas. Bon, on peut faire de la méditation en marchant, on peut faire de la méditation en observant la nature, on peut, voilà, méditer de plein de manières différentes. Mais en tout cas, prendre le temps finalement de faire des examens de conscience. Je pense que ça, c'est important. De prendre le temps parfois de sortir de l'action pour regarder qu'est-ce qui s'est passé en arrière. Comment j'ai vécu telle ou telle expérience, et s'autoriser à en parler, et s'autoriser à peut-être prendre 1 heure pour refaire le point sur cet événement qui s'est passé. C'est ça qui va nous aider, en fait, d'avoir cette attitude bienveillante, sage, non jugeante envers nous-mêmes. C'est vraiment ça qui va nous aider à trouver de la douceur avec nous-mêmes, de l'harmonie avec nous-mêmes, du bonheur avec nous-mêmes. D'accord. Bon, bah merci en tout cas. Vous pouvez trouver la vidéo en IGTV sur Instagram ou sur YouTube, du coup, de Doc2Me. Je te remercie encore une fois, Véronique. Et à très bientôt, c'est clair. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Vous aussi, et faites attention.